Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Laurent Runigo. Et en ce mois d'octobre, nous célébrons le 30e anniversaire de la découverte de la première exoplanète par les astronomes suisses Didier Queloz et Michel Mayor, découverte qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2019. Et cette découverte sensationnelle, le fruit de deux francophones, repose sur les travaux de deux astronomes canadiens, Gordon Walker et Bruce Campbell, et complétée par l'astronome américain Geoff Marcy, Claude. Exactement. En 2012, j'ai eu le privilège d'interviewer tous ces chercheurs dans le cadre d'un livre que j'ai rédigé qui raconte la fabuleuse histoire de notre recherche de la vie ailleurs dans l'univers. J'ai donc eu la chance d'interviewer ces chercheurs-là longuement et ça a donné pour résultat un livre en 2 tomes qui s'appelle Terre en vue et qu'on peut retrouver sur Amazon, qu'on peut se procurer sur Amazon. C'est vraiment, je pense, une espèce de roman que j'ai écrit parce que je raconte l'histoire. Le livre n'existe qu'en format électronique, là, en EPUB. Il n'a jamais été édité par un éditeur imprimé, mais vous pouvez vous le procurer. Puis d'ailleurs, un des avantages des livres électroniques, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Donc, c'est grâce à ce livre-là que j'ai eu la chance d'interviewer les chercheurs dont on va vous raconter l'histoire aujourd'hui. Et donc nous allons vous raconter cette épopée historique et dans un même temps mettre en lumière comment les choses se passent dans le monde des sciences. D'entrée de jeu, Claude rappelait au chapitre 10 de son livre qu'il y a tout juste 4 siècles, en 1610, un obscur astronome italien a eu la curiosité d'observer le ciel à l'aide d'une lunette astronomique, l'ancêtre de nos télescopes. Il devint ainsi le premier homme à scruter le firmament au moyen d'un télescope. En seulement quelques nuits d'observation, Galilée a fait des découvertes sensationnelles. Il a notamment repéré des montagnes et des vallées sur la Lune, alors qu'on la croyait plane. Il a vu des taches sur le Soleil et observé que Vénus présente des phases semblables aux phases de la Lune. Surtout, il a découvert 4 petites lunes autour de Jupiter. De la sorte, Galilée est l'astronome qui a fait le plus grand nombre de découvertes fondamentales en un temps record. Malheureusement, nous ne possédons aucun témoignage de ce qu'il a vu tel que raconté dans ces mots, ce qu'il a ressenti et comment le tout s'est passé. À cette époque, hélas, il n'y avait ni journaliste ni historien pour interviewer ceux qui faisaient l'événement, pour décrire les choses telles qu'elles se déroulaient. Aujourd'hui, par contre, nous avons le privilège de rencontrer et d'interviewer les chercheurs qui sont à l'origine des grandes découvertes, afin qu'ils nous racontent comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. C'est le fun parce qu'on peut les enregistrer, on peut les filmer, certains écrivent leur biographie. On vit dans un monde fascinant. Et en cette époque unique de l'histoire de l'humanité où nous découvrons les premières planètes hors du système solaire et qui sait peut-être bientôt les premiers signes de vie extraterrestre, nous avons le privilège de pouvoir interviewer ces Galilée, Copernic et autres Kepler des temps modernes. Leurs récits, que nous reproduisons ci-après, témoignent de comment se construit la science, les frustrations, les retournements, les angoisses, les tribulations, et parfois même les injustices que vivent les hommes et les femmes de science. À travers leurs récits, on voit à la fois la sincère collaboration et la course aux découvertes auxquelles ils se livrent, un trait unique au monde de la science. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce récit-là de la bouche de Galilée et de ses collègues. Ça aurait été sûrement fascinant de voir ce qu'a vécu Galilée, comment ça s'est passé. On a des écrits de lui, là, mais on n'a pas son récit s'il avait été interviewé par un journaliste ou un écrivain. Voici donc le récit de la découverte de la première exoplanète, tel que raconté au chapitre 9 et 10 du livre de Claude. Vraiment pas une bonne idée. En 2009, Geoff Marcy, l'un des grands débusqueurs de planètes extrasolaires, déclarait « Bruce Campbell est le père de toutes les recherches d'exoplanètes qui se font actuellement à travers le monde. Des milliers de personnes s'y adonnent et tout cela remonte à Bruce Campbell. » Gordon Walker confirme que son étudiant d'antan a en effet conçu l'instrument qui permet d'analyser avec précision la vitesse radiale des étoiles. Notez que la vitesse radiale est une notion très importante à retenir car il en serait question tout au long de ce récit.
Il s'agit de la vitesse de déplacement d'une étoile telle qu'on l'observe depuis la Terre. Les astronomes cherchent à mesurer avec précision la vitesse de déplacement du rayon d'une étoile, d'où le terme de vitesse radiale. Au milieu des années 70, les deux astronomes canadiens entreprennent d'analyser la lumière en provenance des étoiles afin de voir s'ils n'y décèleraient pas des variations régulières dans le déplacement de celles-ci. Il faut savoir que dans l'univers, tout bouge, constamment. Même si, lorsqu'on regarde le firmament, tout nous semble immuable. C'est ainsi que le Soleil se déplace par rapport aux autres étoiles proches à la vitesse de 72 000 km/h. Vitesse qu'on ne perçoit évidemment pas puisque la Terre l'accompagne dans sa course. Walker et Campbell imaginent donc recourir à la méthode de la vitesse radiale pour voir si le déplacement des étoiles dans leur course ne serait pas affecté par la présence de planètes invisibles. Leur approche repose sur l'analyse minutieuse de la lumière émise par les étoiles. Pour toute étoile s'éloignant de nous, sa lumière est légèrement décalée vers le rouge à cause de l'effet Doppler. Cet effet est une variation de la fréquence d'une onde, lumineuse ou sonore, émise par une source en mouvement. L'exemple d'effet Doppler que l'on connaît tous sans même le savoir, c'est la variation de la tonalité d'une sirène d'un véhicule d'urgence. Par exemple, imaginons-nous sur le bord d'une route et on entend venir une ambulance ou un camion de pompiers. Dans un premier temps, on va entendre que la sirène est un son plutôt aigu. Puis, lorsque le véhicule passe devant nous et qu'il poursuit sa course, le son de la sirène devient un peu plus grave. C'est un effet si évident que même lorsqu'on est enfant, on le reproduit, évidemment sans même le savoir, quand on fait le vrombissement d'une voiture de course ou d'un avion qui passe devant nous. On fait des « C'est ça, l'effet Doppler. Ce même effet produit un décalage sur une onde lumineuse qui tendra légèrement vers le bleu si la source se rapproche ou légèrement vers le rouge si elle s'éloigne de nous. On ne peut toutefois pas voir à l'œil nu un tel décalage. Par contre, il est facilement observable à l'aide d'un spectrographe, un instrument dont se servent les astronomes pour étudier les étoiles. C'est d'ailleurs grâce au spectrographe qu'on a réalisé que toutes les étoiles tendent à s'éloigner de nous parce que leur lumière est légèrement décalée vers le rouge. Cependant, la vitesse de déplacement d'une étoile peut être perturbée par la présence de planètes orbitant autour d'elle. Pour comprendre ce phénomène, imaginons-nous comme si nous étions des extraterrestres qui, de loin, observent le déplacement de notre Soleil à travers le firmament. Or, le déplacement du Soleil dans sa course à travers l'univers est légèrement affecté par la position qu'occupe la Terre qui tourne autour de lui. C'est ainsi que lorsque, durant sa révolution annuelle, la Terre se trouve au devant du Soleil, sa force de gravité attire légèrement le Soleil vers l'avant. Et puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve à la traîne du Soleil, sa force de gravité ralentit légèrement la course du Soleil. La somme totale de ces accélérations et décélérations est bien entendu nulle. Néanmoins, pour un observateur extraterrestre qui scruterait le Soleil de loin, il verrait la vitesse de déplacement varier. La lumière émanant du Soleil serait tantôt légèrement plus et tantôt légèrement moins décalée vers le rouge. En mesurant le rythme de ces variations, il finirait par déduire la période de révolution de l'astre invisible, une année dans le cas de la Terre. Alors qu'en mesurant l'amplitude des variations, il pourrait estimer la masse de cet astre invisible, une petite planète. Une analyse plus poussée des déplacements du Soleil sur une longue période révélerait également la présence d'une grosse planète, Jupiter, se déplaçant au rythme de 12 ans, ainsi que celle des autres planètes. C'est donc à l'analyse de ce que les astronomes appellent la vitesse radiale des étoiles qu'ont voulu procéder les deux astronomes canadiens pour voir s'ils n'y décèleraient pas des variations cycliques. Toutefois, si les étoiles se déplacent à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par heure, les variations engendrées par la présence de planètes sont de l'ordre de la dizaine de km/h dans le cas des grosses planètes, sinon même du kilomètre par heure seulement dans le cas de planètes d'une masse comparable à celle de la Terre. Or, dans les années 1970, les astronomes
mesurer la vitesse radiale des étoiles avec une précision du millier de kilomètres par heure. Le défi de Walker et de Campbell consistait donc à obtenir des mesures 100 fois plus précises. Gordon Walker déclarait « Nous ne sommes pas les premiers à avoir songé à utiliser la vitesse radiale pour rechercher des planètes, mais nous avons été les premiers à en avoir eu les moyens. » Le premier problème auquel se sont butés les deux astronomes est venu de la présence de l'atmosphère terrestre qui brouille toutes les mesures. Tout astronome vous le dira. Observer le firmament depuis le sol terrestre équivaut à observer un paysage depuis le fond d'un lac. Non seulement y a-t-il des nuages et de la poussière, naturelle ou due à la pollution dans l'atmosphère, mais l'atmosphère est embrouillée par l'humidité et alors qu'elle est passablement tumultueuse. C'est pourquoi les astronomes cherchent à observer dans une région le plus sèche possible, de préférence au sommet d'une montagne située dans un désert. L'équipe canadienne a eu l'ingénieuse idée de placer à la base de leur télescope, entre le spectrographe et la lumière en provenance des étoiles, un tube contenant un gaz. Ce gaz jouait le rôle d'un étalon de mesure, un peu comme lorsque l'on cherche à déterminer une teinte de couleur en la comparant à un carton coloré. Ainsi, en prenant une série de mesures avec et sans le tube à gaz, ils atténuaient une bonne partie du brouillard causé par l'atmosphère. Gordon Walker commentera avec satisfaction « Ça a fait toute une différence ». Son collègue et lui travaillaient cependant au péril de leur vie. En effet, le gaz en question était du fluorure d'hydrogène, un composé hautement corrosif. Walker racontera « Le 27 décembre 1978, Bruce et moi avons placé notre tube devant le spectrographe Mackela afin de tenter nos premières observations stellaires. C'était réellement dangereux puisque le tube devait être chauffé à 100 degrés Celsius afin d'éviter que le fluorure d'hydrogène se cristallise. Or, sous la chaleur, le couvercle du tube fait de plexiglas, un matériau vulnérable au fluorure d'hydrogène, se déformait. Nous sommes néanmoins parvenus à prendre une première série de mesures et ça a très bien marché. Gordon Walker et Bruce Campbell venaient de valider leur technique. Par la suite, ils ont conçu un tube doté d'un couvercle à l'épreuve du fluorure d'hydrogène et dont ils se serviront durant 12 ans. Ils se sont alors butés au problème qui afflige tout astronome professionnel, obtenir du temps de télescope pour observer l'univers. Il faut savoir qu'à travers le monde, il existe un nombre limité de télescopes, alors que des milliers d'astronomes sont en compétition pour les utiliser. Et à l'époque, la compétition est particulièrement vive parce que les grands télescopes sont en surdemande. Les astronomes ont donc dû faire énormément de démarches pour se trouver du temps d'observation. Il revient à des comités scientifiques de déterminer qui, quand et durant combien de temps une équipe d'astronomes pourra utiliser tel ou tel télescope. Dans le cas de Walker et de Campbell, ils espéraient utiliser le grand télescope Canada-France-Hawaï, installé sur l'un des sites astronomiques les plus favorables au monde, et s'attendant à trouver des planètes de type Jupiter qui mettent une 12aine d'années pour accomplir leur révolution autour de leur étoile. Ils prévoyaient devoir scruter 29 étoiles semblables au Soleil durant plus d'une décennie. Le fait de devoir poursuivre leurs observations durant une décennie, sans donc grand résultat à publier entre-temps, n'enchantait guère le comité d'attribution du temps de télescope. Les deux Canadiens sont néanmoins parvenus à obtenir 2 séries de 4 nuits par année, ce qui est très peu, souligne Walker. Ils ont tout de même persévéré 12 ans pour finalement trouver 3 planètes. Hélas, on sait à présent que Gordon Walker et Bruce Campbell ont bel et bien été les premiers à découvrir des planètes autour d'étoiles semblables au Soleil. Ces planètes s'apparentaient à des Jupiters qui effectuaient leur révolution en 1 an et demi à 7 années autour de leur étoile. Malheureusement, personne à l'époque n'était en mesure de confirmer indépendamment leur découverte. Ces planètes-là n'ont donc pas été reconnues par la communauté astronomique. Ce n'est que dans les années 2000 que l'existence de ces planètes-là ont été confirmées et par d'autres équipes indépendantes. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos deux pionniers canadiens ont été victimes du doute ambiant qui régnait à l'époque. Malgré tout, Gordon Walker ne s'en offusque pourtant pas. Comme je le dis sans cesse, la science se fonde sur le doute. Vous devez donc toujours chercher l'explication qui correspond le mieux aux données. Bien sûr, la présence de planètes autour de ces étoiles expliquait bien nos données,
Mais il y avait aussi d'autres explications possibles, notamment la pulsation des étoiles. Il fallait donc opter pour la prudence. Nous devions d'être particulièrement prudents étant donné toutes les fausses alertes du passé. L'astronome ajoute néanmoins que si seulement son collègue et lui avaient bénéficié de davantage de temps d'observation, ou du moins de plus longues périodes d'observation, quelques semaines ou quelque chose du genre, dit-il, ils auraient obtenu de bien meilleurs résultats. Déçu par la tournure des événements, Bruce Campbell quitte la profession d'astronome alors que Gordon Walker se consacre à d'autres recherches. Nous avons donc mis un terme à nos travaux et rédigé notre compte-rendu final. À l'époque, j'étais plutôt pessimiste quant à la possibilité de repérer des planètes. J'arrivais à la conclusion qu'elles devaient être beaucoup plus difficiles à repérer qu'on s'y attendait. Par contre, aujourd'hui, je pense plutôt que nous avons été un peu malchanceux. Ce qu'estime d'ailleurs Didier Queloz, qui découvrira la première planète extrasolaire en 1995. Walker et Campbell ont fait un travail phénoménal, simplement ils sont passés à côté parce qu'ils n'avaient pas assez d'étoiles. On sait à présent qu'on trouve une planète sur environ 100 étoiles, mais eux, ils n'en observaient qu'une vingtaine, et pourtant ils avaient vraiment l'idée, ce sont eux les précurseurs. La recherche d'exoplanètes, une pseudo-science. En 1984, lorsqu'il amorce ses travaux, Geoff Marcy est un jeune chercheur. À 30 ans, il occupe un poste de chercheur post-doctoral à l'observatoire du mont Wilson à Pasadena, au nord de Los Angeles. Mes travaux n'allaient pas très bien, j'étais désespéré et ça allait si mal que j'avais l'impression que j'en étais peut-être à mes dernières semaines comme chercheur, il fallait donc que je change quelque chose. Il en vient à vouloir trouver un sujet de recherche qui serait pour lui à la fois stimulant, intéressant et qui comporterait une touche d'humanité. C'est ainsi qu'en désespoir de cause, il finit par trouver ce qui l'intéresse vraiment, à savoir, y a-t-il des planètes ailleurs dans l'univers ? Et pourrait-il y avoir de la vie sur certaines d'entre elles ? J'ai donc amorcé une recherche emballante, qu'importe même si je devais échouer, et c'est comme ça que tout a débuté. Le jeune astronome n'était cependant pas au bout de ses peines. Nous étions alors en pleine période où, comme le relate Gordon Walker, la recherche de planètes figurait au rang des pseudosciences. Marcy en témoigne d'ailleurs. Mes confrères croyaient qu'il était impossible de repérer des planètes. En fait, tout le monde savait que c'était impossible puisqu'elles n'émettent pas de lumière et qu'elles sont trop petites pour exercer un effet détectable sur leur étoile. Ce n'était vraiment pas une bonne idée, me disait-on. Ses collègues sont même franchement désolés pour lui, ajoute-t-il, certains considérant que c'était carrément idiot d'entreprendre de tels travaux. Dans leur esprit, c'était comme enquêter sur le pouvoir des pyramides ou tenter de découvrir la fontaine de Jouvence. L'idée même d'étudier la vie extraterrestre s'assimilait à de la métaphysique plutôt qu'à de la physique. Cependant, il faut savoir que Marcy avait consacré ses années d'études doctorales à analyser la vitesse radiale des étoiles, c'est-à-dire leur vitesse de déplacement. Sous la gouverne du professeur Urbing, il tentait de voir comment on pourrait améliorer la précision de ces mesures. Sans cesse, son titulaire se demande « D'où viennent donc les erreurs de précision de nos mesures ? Qu'est-ce qui fait que notre marge d'erreur est si grande ? Qu'est-ce qui cause ces erreurs ?» Et ces questions hantent toujours Marcy des années plus tard, alors même qu'il effectue son stage postdoctoral au mont Wilson. Le jeune chercheur commence toutefois à avoir quelques idées sur comment s'y prendre pour mesurer avec grande précision les vitesses de déplacement des étoiles. Petit à petit, il imagine des façons de minimiser les erreurs. J'en suis même venu à me dire que je parviendrais à obtenir des mesures suffisamment précises pour repérer des planètes. C'est alors qu'il est confronté à l'un des problèmes qui hantent tout astronome: où regarder dans le ciel ? Quelle cible viser parmi les milliards d'étoiles du firmament ? Il décide d'observer des étoiles semblables au Soleil, laissant de côté la majorité des étoiles nettement plus petites, de même que les grosses étoiles, les vieilles étoiles, les jeunes étoiles, etc. J'ai donc consulté le Bright Star Catalogue, le catalogue des étoiles brillantes, un gros livre bleu que j'ai aujourd'hui encore sur mes étagères et dans lequel sont répertoriées de 5 à 6 000 étoiles. J'ai littéralement tourné les pages une à la recherche d'étoiles semblables au Soleil. J'en ai retenu 120. Il s'agissait d'étoiles assez proches de nous, donc brillantes, et brillantes parce que proches de nous. Entre-temps, il s'adjoint un étudiant, Paul Butler.
C'est ainsi que 3 duos de chercheurs étudiants mèneront à bien la recherche d'exoplanètes, Walker Campbell, Marcy et Butler, et comme nous le verrons sous peu, Mayor et Kello. Le duo Marcy-Butler débute sa cueillette de données auprès de ces étoiles en juin 1987, cueillette qui s'est poursuivie durant 8 années pour enfin parvenir à leur but. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre équipe s'affaire elle aussi à mettre au point une façon de débusquer des planètes extrasolaires. S'embarquer sans trop savoir. À la fin des années 1980, Michel Mayor, alors dans la quarantaine, et basé à l'université de Genève, se consacre à la recherche de compagnons très légers autour d'étoiles doubles. Il pouvait s'agir de naines brunes, des étoiles si petites qu'elles n'ont pas réussi à amorcer la réaction nucléaire qui génère l'énergie stellaire, ou de planètes. Lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, les naines brunes n'étaient pas connues du tout. À l'époque, on ne savait quasiment rien d'elles. Il est alors invité par le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence à développer un spectrographe destiné à mesurer avec précision le déplacement des étoiles, le type d'appareil dont se servent justement Walker et Campbell et Marcy et Butler. C'est donc inopinément, sans le réaliser, qu'il s'engage dans une recherche qui transformera sa carrière, qui le fera même passer à l'histoire. Pour l'assister dans ses travaux, il s'adjoint un étudiant au doctorat, Didier Queloz, alors âgé de 26 ans. Ensemble, ils espèrent concevoir un appareil capable de mesurer la vitesse de déplacement des étoiles avec une précision de l'ordre de 200 km/h. Comment tout cela a-t-il commencé pour moi ? C'est d'une simplicité déroutante. Lorsqu'on commence une thèse en astronomie, on ne connaît pas grand-chose. On choisit un sujet qui nous semble nouveau, excitant. On choisit ensuite de le faire avec quelqu'un qui nous paraît sympathique. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec Michel. Les deux astronomes ont donc pour tâche de concevoir un appareil capable de mesurer des vitesses assez précises pour permettre de détecter de petits corps célestes. Je ne sais même plus si le mot planète avait été prononcé, je pense que ce n'était pas très important puisque les naines brunes étaient à l'époque si fondamentales en astronomie qu'elles justifiaient à elles seules notre projet. Pour ma part, je trouvais que c'était le fun de faire un instrument qui aurait une précision révolutionnaire. C'est donc comme ça que s'est amorcée l'aventure. Comme pour nombre de réalisations, le chercheur souligne à sa façon le fait que c'est souvent par hasard, à la suite d'un concours de circonstances, dit-il, que son collègue et lui ont entrepris de chercher des planètes extrasolaires. Vous savez, il n'y a pas une grande vision là-dedans, on s'embarque dans l'aventure sans trop savoir et puis on se laisse guider par nos intuitions. Leur idée de départ est simple, ils se basent sur un spectrographe classique auquel ils ajouteront des composantes révolutionnaires, pour l'époque, afin d'en faire un appareil prenant des mesures ultra précises. Parmi ces composants révolutionnaires figurent des capteurs photographiques CCD, nouveaux à l'époque mais qui équipent à présent tous nos appareils photo, ainsi que de la fibre optique en plus de techniques de traitement des signaux électroniques. Le duo donne à leur instrument le joli nom d'Elodie. Comme bon nombre de jeunes chercheurs, Didier Queloz joue le rôle de technicien en laboratoire et se concentre sur la fabrication de l'appareil. C'était intéressant parce que c'était un travail artisanal quant à Michel, qui n'est pas un ingénieur ni un technicien, mais bien un scientifique. Il suivait mes travaux avec une certaine distance. L'équipe se donne donc comme défi de développer un instrument capable de mesurer la vitesse de déplacement des étoiles qui se chiffre en dizaines de milliers de kilomètres par heure, avec une précision inférieure à 200 km/h. Comme il le souligne lui-même, Queloz se prend au jeu et conçoit un appareil nettement plus précis que prévu. De fait, Elodie atteindra une précision de 25 km/h seulement. Par contre, je pensais qu'il ne faudrait que 6 mois pour compléter le travail d'analyse, mais il m'a fallu 2 ans. C'est-à-dire que le volet informatique était nettement plus compliqué que prévu. Il s'agissait d'obtenir un traitement de l'image très complexe, tâche difficile à l'époque, puisqu'aucun outil informatique n'existait. Le jeune astronome doit par conséquent développer des techniques d'analyse et des logiciels pour traiter les signaux captés par le spectrographe, travail dont il n'est pas peu fier aujourd'hui encore. Durant des années par la suite, des équipes américaines me disaient « Mais comment fais-tu exactement ? Nous, on n'y arrive pas. » Il souligne au passage qu'il s'agit d'un véritable travail d'équipe puisqu'il a été secondé par un opticien, André Baran, ainsi que par le personnel de l'Observatoire de Haute-Provence.
C'était merveilleux de travailler dans le sud de la France, se rappelle Didier Queloz, un environnement vraiment fabuleux. Élodie est finalement prêt pour ses premiers essais en 1993. C'est alors que les astronomes se heurtent à un obstacle vraiment inattendu. Alors qu'on était fin prêt pour nos premières nuits d'observation, j'ai dû reporter la première, car ce fut celle où est né mon fils. Le choix décisif. Dès les premiers essais, l'équipe suisse constate que son spectrographe n'atteint pas la précision voulue, puisqu'il éprouve des limitations qu'on n'avait pas bien anticipées, relate Didier Queloz. Cependant, durant ces premières nuits, surgit une idée géniale. Je me souviens très bien de la discussion que nous avons eue. Il y avait Michel, André et moi devant l'écran. On a eu l'idée que le thorium pourrait servir à calibrer l'instrument. Comme dans le cas des spectrographes utilisés par les équipes canadiennes et américaines, Élodie est confrontée au brouillage que génère l'atmosphère terrestre sur la lumière en provenance des étoiles. Et comme eux, les astronomes suisses ont l'idée d'utiliser un étalon pour différencier les perturbations des véritables signaux. Toutefois, au lieu de recourir à un gaz, ils utilisent la lumière émise par une lampe au thorium. Ils ont donc l'idée de placer une telle lampe à l'intérieur du spectrographe, ce qui leur permettra de corriger les perturbations dues à l'atmosphère. C'est cette nuit-là qu'est née l'idée géniale du thorium simultané. Il faut toutefois des mois de labeur pour concevoir le système, de sorte que ce n'est qu'au printemps de 1994 que les astronomes peuvent enfin entreprendre leur programme d'observation. Ils se butent alors au problème d'obtenir du temps de télescope. On a donc demandé 1 semaine de télescope tous les 2 mois, ce qui n'est pas beaucoup. Mayer se rappelle en outre que cette époque est un très mauvais moment pour la recherche d'exoplanètes. Nos 2 éminents collègues canadiens avaient passé 12 ans à la recherche de planètes, et ils n'en avaient trouvé aucune. Puis Geoff Marcy venait de rapporter qu'à partir d'un petit échantillon de 25 étoiles, il n'y a pas de planète, pas de Jupiter. Enfin, un réputé théoricien, Alan Boss, estimait que pour chercher des planètes, la technique des vitesses radiales n'est pas la bonne puisque les planètes géantes comme Jupiter ne peuvent pas se trouver sur des orbites courtes. C'est dire que le climat était un peu morose. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va se passer cette année-là, en 1994. Avant de démarrer notre programme, on a eu une discussion dont je me souviens fort bien. Les astronomes se retrouvent devant 2 possibilités. Observer beaucoup d'étoiles en y consacrant peu de temps à chacune, ou observer peu d'étoiles, mais plus longtemps. Là, ça a été le moment décisif où s'est joué le succès de notre entreprise. Et c'est ce jour-là qu'on a pris l'option de chercher des planètes. Puisque les naines brunes étaient rares, les astronomes se sont demandé « Devrait-on observer beaucoup d'étoiles dans le but de repérer quelques naines brunes ?» ou se lancer dans la recherche de planètes en observant attentivement quelques étoiles. Et le choix a été fait de chercher des planètes. L'équipe met donc en fonction Élodie en avril 1994 et commence ses observations au rythme d'1 semaine tous les 2 mois. Elle n'observe qu'une centaine d'étoiles, se concentrant même sur une vingtaine, les plus brillantes de l'échantillon. Et comme on savait que Geoff Marcy avait commencé une recherche similaire, on s'est dit qu'on n'allait pas observer les mêmes étoiles que lui. Après tout, il y en a assez dans le ciel pour en prendre d'autres. Nos étoiles ont donc été sélectionnées parce qu'elles n'appartenaient pas à la liste de Marcy. Comme dans le cas des 2 autres équipes, celle-ci prévoit qu'il lui faudra des années de labeur pour parvenir à repérer une grosse planète autour d'une étoile, somme toute une Jupiter mettant une 12aine d'années pour accomplir sa révolution. Michel m'a donc dit « Tu démarres le programme et moi je pars en sabbatique ». Logique, n'est-ce pas ? On savait que l'équipe Walker Campbell observait depuis des années et qu'elle n'avait pas de résultat. On s'est donc dit qu'on avait devant nous un programme de longue haleine et qu'il nous fallait aussi faire autre chose, poursuivre d'autres recherches. Angoisse de chercheur. Didier Queloz commence donc par observer les étoiles les plus faciles. Élodie n'ayant jamais servi au moindre programme de recherche, il y avait quantité d'astuces à mettre au point au niveau du logiciel d'analyse des données. Je n'étais sûr de rien, nous raconte Queloz. Je me disais qu'il y avait sans doute des tas de bugs, je portais donc un œil ultra critique sur l'ensemble de cette expérience. Chaque fois que j'obtenais des mesures, je me disais « Est-ce bon ? N'y a-t-il pas quelque chose qui tourne faux là-dedans ?»
Et contre toute attente, après seulement quelques séances d'observation, le jeune astronome repère un signal particulier en provenant de 51 Pégasi, une étoile située dans la constellation de Pégase. Ce signal s'apparentait à celui d'une planète gravitant autour de l'étoile. Toutefois, il s'agirait d'une planète géante de la taille de Jupiter, orbitant collée sur elle. C'est ainsi que la supposée planète ne semblait mettre que 4 jours pour faire le tour de 51 Pégasi, alors que Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, prend 88 jours, et la Terre 365. La planète ne se trouverait alors qu'à 7 millions de kilomètres de son étoile, alors que Mercure se maintient à 58 millions de kilomètres, et la Terre 150 millions. Un tel astre est invraisemblable. On pourrait en effet difficilement imaginer qu'une planète de la taille de Jupiter puisse graviter aussi proche de son étoile sans être dévorée. Lorsque pour la première fois j'ai vu le comportement bizarre de l'étoile, je me suis dit « il y a un problème avec l'instrument ». C'était en effet la façon la plus raisonnable de réagir parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une planète puisse exister si près d'une étoile. Et plus je regardais, plus j'étais angoissé car il me fallait trouver le problème. Précisons que depuis le ciel de la Provence, 51 Pégasi est visible de juillet à janvier environ. C'est ainsi qu'à la fin de la saison, Queloz n'a recueilli qu'une quinzaine d'observations seulement. Toutefois, ces mesures donnent l'impression qu'il y avait une variation périodique de 4,2 jours, ce qui correspondrait, si c'est une planète, à un objet dont la masse serait de la moitié de celle de Jupiter. En observant 51 Pégasi, j'ai vu des variations. Je ne vous cache pas que la première fois que je les ai vues, j'ai pensé à tout sauf à une planète. Parce que c'était évident qu'une variation courte comme celle-là était anormale et qu'il devait y avoir des problèmes d'instrumentation ou des problèmes dans le traitement des données. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait simplement pour évacuer point par point tous les problèmes qu'on pouvait imaginer. Ça a été un moment assez excitant pour moi puisque j'étais seul, j'étais dans mon petit monde le seul à pouvoir le faire. Cependant, à force d'observer 51 Pégasi, Queloz perçoit de plus en plus une certaine cohérence dans les données. Il commence à voir un phénomène périodique qui ne correspond à aucune anomalie instrumentale. C'est alors que j'ai commencé à me dire « mais c'est peut-être vrai ». Puis est arrivé le moment où il est devenu clair que l'étoile était intrinsèquement variable et qu'il fallait essayer de comprendre ce qui se passait. Je me souviens, c'était l'automne, je devais me documenter à propos de tout ce qui pourrait expliquer le genre de variation que j'observais au sujet de l'étoile. Nous sommes alors en 1994 et il y a très peu de documentation sur Internet. Les bases de données auxquelles on a maintenant accès n'existent pas. Les nuits où la météo ne permet pas les observations, Queloz se rend à la bibliothèque universitaire afin de lire tout ce qu'il peut trouver au sujet de 51 Pégasi et des phénomènes susceptibles d'expliquer ce qu'il observe, notamment la rotation de l'étoile sur elle-même. C'est après avoir épluché tout ce qu'on savait que finalement, au début de 1995, j'ai déterminé qu'il y avait bel et bien un objet en orbite autour de 51 Pégasi. Durant l'hiver, il se met alors à calculer l'orbite de la supposée planète en se disant que c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Il lui faut cependant beaucoup de temps et d'observation pour parvenir à déterminer l'orbite de la planète. En effet, pour confirmer qu'il s'agit bien d'une planète gravitant autour de 51 Pégasi, l'astronome doit calculer une trajectoire qui lui permettra de prédire où l'astre se trouvera la prochaine fois qu'il pourra l'observer. J'ai mis du temps pour parvenir à calculer la bonne orbite, puisque chaque fois que je croyais que j'en avais une bonne, l'objet n'était pas nécessairement là où il devait être selon mes calculs. Je suis finalement parvenu à trouver cette fameuse orbite de 4,25 jours. Hélas, je n'ai pu obtenir une orbite qui était reproductible qu'au mois de mars, lorsque l'étoile est à peine observable. L'astronome aurait besoin de quelques semaines additionnelles d'observation pour confirmer à coup sûr l'existence de la planète. Or, l'étoile ne redevenant observable qu'à partir de juillet, il doit attendre tout ce temps en se disant que s'il la retrouverait exactement là où ses calculs le prédisaient, il y aurait alors de fortes chances pour avoir découvert une planète. Longue attente. Entre-temps, le jeune chercheur communique sa découverte à son titulaire en sabbatique. Et c'est là que j'ai envoyé ce fameux fax, et oui, un fax, non un mail, à Michel pour lui dire « Écoute, je crois que j'ai trouvé une planète ». Oser dire cela, il fallait vraiment être un étudiant naïf.
Et quelle réponse fantastique de la part de Michel Mayor. Et pourquoi pas? C'est grandiose comme réponse, nous raconte Kello. Je n'en revenais tout simplement pas. Bon, eh bien, rajoute Mayor, je rentre bientôt, on regardera tout cela tranquillement. Bien sûr, à l'époque, les deux astronomes ont parfaitement conscience de la pléthore de fausses annonces du passé. Pour Kello, une telle découverte, si elle s'avérait erronée, pourrait compromettre à jamais sa jeune carrière de chercheur. Mayor rajoute « Comment vous dire, d'un côté, on est super content d'avoir fait une telle découverte, si c'est vrai. D'un autre côté, on se demande si on peut faire confiance aux mesures puisqu'il s'agit d'un nouvel appareil. N'y a-t-il pas quelque chose qui va de travers ? Cependant, le fait d'avoir cumulé beaucoup de mesures qui concordent réconforte les deux chercheurs. Leur inquiétude réside plutôt dans l'interprétation des données. C'est-à-dire que, oui, ils voient varier l'étoile selon un cycle de 4,25 jours. C'est un phénomène réel. Mais cette variation pourrait-elle être due à autre chose qu'à la présence d'une planète ? Qu'est-ce que ça pouvait bien être d'autre ? La pulsation de l'étoile peut-être ? Autre phénomène possible, si l'étoile tourne très vite sur elle-même en 4 jours seulement, cela pourrait peut-être produire le genre de variation que l'on observait. À ce moment-là, la prudence nous dicte de ne pas se presser. On attend donc la saison suivante. Vous imaginerez que lorsqu'on a repris nos observations en juillet, rajoute Kello, nous étions assez nerveux. Ou bien on confirmait une grande découverte, ou bien on avait un sérieux problème d'instrument. Mais ça a été magnifique de constater que tout concordait exactement avec ce qu'on avait prédit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a commencé à y croire véritablement. Par bonheur donc, les astronomes observent le même phénomène se produire autour de 51 Pégase, avec la même période, la même amplitude et les mêmes variations dans leurs mesures. Mayor. Et là, on y croit vraiment. On se dit que ce n'est pas possible que ce soit autre chose qu'une planète. La seule explication possible, c'est qu'il y a un objet de la masse d'une grosse planète qui tourne tout près de l'étoile. Toutefois, Mayor et Kello sont confrontés à un problème majeur puisque l'existence d'une telle planète est contraire à ce que soutiennent les théoriciens. Mais c'est pourtant ce qu'on observe, ajoute Mayor. Plus de doute maintenant pour eux, ils viennent de découvrir la première planète hors du système solaire, un astre, toutefois, qui défie nos conceptions. Il leur reste maintenant à communiquer la nouvelle au monde entier. Il y a cependant une étape préalable, faire part de leur découverte à la communauté scientifique. Les deux astronomes rédigent alors le compte-rendu de leurs observations, ce qu'on appelle dans le jargon scientifique le papier, de l'anglais paper, la communication écrite, qu'ils soumettront à Nature, le prestigieux magazine qui fait office de courroie de transmission des grandes découvertes scientifiques. Cependant, avant d'être publié dans Nature, tout compte-rendu doit être révisé par des chercheurs experts en la matière afin de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'elle est valable. Ces pairs scrutent le rapport des chercheurs afin de vérifier qu'ils ont bien appliqué la méthode scientifique et que, de ce fait, leurs conclusions sont fondées. Le processus n'est certes pas sans faille, mais rigoureux, de sorte que tout chercheur rêve de se voir consacré un jour en étant publié dans Nature. Le duo est de ce fait condamné à attendre encore de longues semaines le jugement de ses pairs, et si l'un d'eux découvrait une faille dans leurs travaux. Tempête médiatique. On était donc assez conscient d'avoir mis le doigt sur un phénomène intéressant, raconte Mayor. On soumet donc notre papier à Nature le 25 août 1995, je me rappelle encore et toujours de la date. Parallèlement, à l'automne 1995, se tient le 9e Grand Colloque international sur les étoiles. Cette réunion, qui a lieu tous les 2 ans, rassemble les experts du domaine. En 1995, elle se tiendra au cours de la première semaine d'octobre à Florence. Les deux astronomes considèrent que c'est là la tribune appropriée pour annoncer leur découverte, même si la conférence n'accorde aucune place aux planètes. Mayor communique donc avec l'organisateur pour lui demander de lui accorder 10 minutes, ce à quoi celui-ci répond « D'accord, mais 5 minutes ». Les deux chercheurs font en outre face à un autre problème. Nature n'ayant pas encore publié la nouvelle, ils sont tenus de garder le silence. Mayor prend néanmoins l'initiative de téléphoner au rédacteur en chef pour savoir à quoi s'en tenir. Alors là, je me suis fait remettre à l'ordre sèchement.
Je vous rappelle les règles éditoriales, lance le rédacteur. Vous n'avez pas le droit de parler aux journalistes, votre papier n'est toujours pas accepté par Nature. Par contre, évidemment, on ne peut vous empêcher d'en parler dans le milieu scientifique. Entre-temps, Steve Beckwith, directeur scientifique du télescope spatial Hubble, entend la rumeur à propos de la découverte de la planète. Comme il doit faire l'exposé d'ouverture d'une autre conférence scientifique prévue fin septembre, il téléphone à Mayer afin d'en savoir davantage. Ce dernier lui confirme la découverte, mais lui demande de ne pas trop en dire, puisqu'il doit lui-même en faire l'annonce une semaine plus tard. Beckwith fait donc sa présentation en concluant que tous ceux qui veulent en savoir plus n'ont qu'à se rendre à Florence la semaine suivante. Alors là, lorsque nous arrivons sur place, nous raconte Mayer, c'est la folie. Il y avait déjà la télévision italienne dans la salle et je ne sais combien de journalistes. Me voilà donc dans une situation très amusante. Je n'étais pas censé parler aux journalistes, mais qu'aux scientifiques, alors que tous se retrouvaient réunis dans la même salle. Le président de la conférence m'accorde non plus 5 minutes, mais 45. Et ça a été le début de la folie. Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut la folie médiatique, ce qui était complètement inattendu. Bien sûr, nous étions conscients qu'il s'agissait d'une découverte intéressante, mais jamais nous n'aurions pu imaginer l'intérêt médiatique que cela soulèverait, intérêt qui ne s'est jamais vraiment dissipé depuis. La fameuse découverte est finalement annoncée le 5 octobre, date historique, alors que le compte-rendu paraît dans l'édition du 23 novembre de Nature, sous le titre anglais pour le moins sobre, « Un compagnon de la masse de Jupiter autour d'une étoile de type solaire ». Coup de chance. Malgré toutes les précautions prises et toutes les vérifications faites, on pourrait néanmoins se retrouver en présence d'une fausse alerte, comme tant de fois par le passé. Or, pour la première fois, une autre équipe, celle de Geoff Marcy, est en mesure de confirmer l'existence d'une planète autour de 51 Pégasi. Ça a vraiment été tout un coup de chance, nous dit Marcy. En effet, son équipe venait de terminer la mise au point des logiciels d'analyse alors que leur spectrographe se trouvait installé sur le gros télescope de 120 pouces de l'observatoire Lick. Et nous avons été particulièrement chanceux puisque 6 jours à peine après l'annonce de Mayer et Kello, nous disposions de 4 nuits consécutives pour observer. Or, justement, la planète prend 4 jours pour faire le tour de son étoile. Quelle coïncidence! Et Marcy rajoute « Je m'en souviens très très bien aujourd'hui encore. J'étais au volant de ma voiture me rendant à l'observatoire Lick et je restais songeur. Je savais à ce moment-là que l'humanité venait de découvrir sa première planète extrasolaire. » Quant à savoir si celui-ci n'a pas été malgré tout un brin déçu de ne pas avoir été le premier à découvrir une planète, Geoff Marcy répond sans hésiter. Non, parce qu'il s'agissait avant tout de trouver une planète, et nous n'étions pas certains que c'était possible. Ce fut donc un moment merveilleux puisque nous savions à présent que c'était possible. Pour sa part, Gordon Walker était l'un des pairs à qui la rédaction de Nature avait soumis le compte-rendu de Mayer et Kello. Au départ, j'étais plutôt sceptique. J'avais des doutes en partie parce que la planète gravitait si proche de son étoile, mais aussi parce que nous avions nous aussi observé des variations semblables autour d'autres étoiles. Toutefois, lorsque Marcy et Butler ont effectué des mesures encore plus précises, la présence de la planète ne faisait plus aucun doute. De toute évidence, nous venions de découvrir une nouvelle sorte de planète, une sorte que personne n'aurait pu imaginer. Personne n'aurait pu envisager l'existence d'une planète géante collée sur son étoile, puisqu'on pouvait invoquer plusieurs raisons pourquoi une telle planète ne pouvait survivre si proche d'une étoile. Pourtant, là, on en avait une, c'était indéniable. Il n'en demeurait pas moins que la découverte d'une première exoplanète, si incontestable soit-elle, plaçait les astronomes devant un abîme, ce que confirme le théoricien Greg Laughlin. Ça a été la surprise totale, se rappelle-t-il. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une période orbitale de 88 jours. Déjà, les astronomes considéraient que c'était là une courte période. Mais voilà que la première planète que nous découvrons a une période de seulement 4,25 jours. Cela nous a totalement surpris. Je puis en témoigner puisqu'à l'époque j'étudiais la formation des planètes et jamais je n'aurais pu songer un instant que nous pourrions un jour trouver une planète de type Jupiter qui ne mettrait que quelques jours pour faire le tour de son étoile. Et voilà où notre récit s'arrête, comme l'a si bien dit Michel Mayer, depuis donc 30 ans maintenant, nous parlons de cet événement qui a marqué l'histoire.
Et en 30 ans, ce sont des milliers d'exoplanètes qui ont été découvertes et ce n'est certainement que le début. Qui sait ce que nous aurons découvert dans 30 ans encore ? On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau balado, un nouveau sujet. Nous remercions les personnes qui nous soutiennent financièrement via Patreon. Je vous rappelle que sur cette plateforme, vous pouvez nous laisser la somme d'argent que vous voulez et à partir de 5$, vous aurez accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance et vous pouvez aussi avoir accès aux fascicules qui accompagnent les balados, les fascicules écrits par Claude et qui vous permettent d'avoir des informations supplémentaires, d'avoir des photos, etc. et qui concernent donc la plupart des balados et de vos sujets favoris. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo, avec Claude Lafleur au contenu et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.